Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre qui est la respiration dans différents milieux. Et bien sûr, cette vidéo est destinée aux élèves de la première année parcours international collégial. On va commencer par une petite introduction. Qu'ils vivent dans l'eau ou dans l'air, tous les êtres vivants respirent. La respiration correspond à des échanges gazeux entre l'être vivant et son milieu de vie. On va chercher quels sont ces gaz échangés et comment se déroule la respiration des êtres vivants dans leur milieu de vie, qu'ils soient aériens ou aquatiques. Donc, on va voir deux types de respiration. La respiration dans l'air, bien la respiration aérienne, et la respiration dans le milieu aquatique ou bien la respiration aquatique. Et bien sûr, cette respiration s'effectue dans l'eau. La mise en évidence des échanges gazeux respiratoires. On va commencer par le milieu aérien. Donc, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez l'homme. On va exploiter ces deux expériences. On a utilisé dans ces deux expériences l'oxymètre. C'est un instrument qui mesure la quantité de dioxygène présente dans un milieu donné. Et on va utiliser l'eau de chaud dont le rôle est de mettre en évidence la présence du CO2. Dans ce cas-là, il prend un aspect troublé. Et bien sûr, en absence du CO2, il reste limpide ou clair. يبقى ماء الجير صافٍ. Donc, au début de l'expérience ou bien lors des inspirations, comme vous pouvez le constater, donc on a 20,9% de dioxygène. Et lorsque l'homme expire cet air-là, on a seulement 15,7% d'oxygène. Donc, si on compare ces deux valeurs-là, on constate qu'il y a diminution de la quantité de dioxygène lors de l'expiration. Il y a diminution de 5,2% de dioxygène. Cela veut dire que lors de l'inspiration, l'homme a consommé cette quantité. Donc, lors de l'inspiration, l'homme consomme le dioxygène. On va passer à l'expérience suivante. Comme vous pouvez le constater, lors de l'inspiration, le dos chaud est limpide. Cela prouve l'absence du CO2. Alors que lors des expirations, l'eau de chaud est devenue trouble. Cela prouve la présence du CO2. Donc, lors de l'expiration, l'homme rejette le CO2 responsable de l'aspect trouble de l'eau de chaud. Conclusion. Lors de la respiration, l'homme consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone dans son milieu de vie. Donc, il réalise des échanges gazeux respiratoires avec leur milieu de vie. Maintenant, on va mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez un insecte qui est le criquet. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on va faire deux expériences, d'accord? Donc, on a la première expérience. Donc, on a le début de l'expérience et la fin de l'expérience après, bien sûr, 30 minutes. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, on a au début de l'expérience, la quantité de dioxygène présente dans l'enceinte est égale à 20,9 mg par litre. Alors qu'à la fin de l'expérience, c'est-à-dire après 30 minutes, donc, l'oxymètre enregistre seulement 17,2 mg par litre. Donc, il y a diminution de la quantité de dioxygène.
Qu'est-ce qu'on va déduire? On en déduit que le criquet a consommé cette quantité de dioxygène. Donc, le criquet consomme l'oxygène. Soit on dit l'oxygène ou le dioxygène, c'est la même chose. On a ici la deuxième expérience pour mettre en évidence, bien sûr, le rejet du CO2. Donc, au début de l'expérience, c'est ça, le début de l'expérience. Comme vous pouvez le constater, ici, on a un criquet. Ici, on a l'eau de chaux. Comme vous pouvez l'observer, il est clair, l'eau de chaux. Mais à la fin de l'expérience, après 30 minutes, comme vous pouvez le constater, l'eau de chaux est devenue trouble. Cela prouve la présence du CO2. D'où vient ce CO2? Donc, c'est le criquet qui a rejeté ce CO2. Donc, le criquet consomme l'oxygène et rejette le CO2 dans son milieu de vie. Conclusion, le criquet réalise des échanges gazeux respiratoires avec le milieu en consommant l'oxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Et bien sûr, le criquet représente les animaux. Donc, on a vu les échanges gazeux respiratoires chez l'homme, chez les animaux. Maintenant, on va voir ces échanges-là, chez les plantes. Très bien. Et bien sûr, chez les plantes, ailleurs, rien. Donc, on va procéder aussi de la même manière, d'accord? Donc, ici, on a, si vous voulez, deux cloches colorées en noir. Donc, on a utilisé une cloche colorée au noir pour empêcher, bien sûr, la pénétration de la lumière. Donc, dans la cloche colorée en noir, dans cette cloche-là, il n'y a pas de végétal. Alors que dans cette cloche-là, il y a la présence d'un végétal. Donc, au début de l'expérience, que ce soit dans cette première cloche ou bien dans cette deuxième cloche, on a une quantité d'oxygène qui est égale à 20,9%. D'accord? Donc ici, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de modification de cette quantité. Alors que dans cette cloche-là, donc il y a diminution de la quantité. D'accord? Donc, pourquoi il y a diminution de cette quantité? Donc, parce que le végétal a consommé cette quantité qui est égale à 3,5%. Très bien. Maintenant, on va voir l'eau de chaux. Donc, pour cette cloche où il n'y a pas de végétal, l'eau de chaux est limpide. Alors que pour cette eau-là, elle est devenue trouble. Trouble pourquoi? Parce qu'il y a du CO2. D'où vient ce CO2? Donc, c'est le végétal qui a rejeté le CO2 dans le milieu. Donc, aussi, les végétaux, comme tous les êtres vivants, respirent. Ils consomment le dioxygène et rejettent le CO2 en absence, bien sûr, de la lumière. Mais en présence de la lumière, les végétaux réalisent les échanges gazeux respiratoires, mais aussi les échanges gazeux photosynthétiques. Et on parle de la photosynthèse. On va voir par la suite qu'est-ce que ça veut dire, la photosynthèse. Maintenant, on va passer pour étudier la respiration dans le milieu aquatique. Donc, on va voir est-ce que les animaux aquatiques, eux aussi, réalisent des échanges gazeux respiratoires dans l'eau. Et on va prendre comme exemple d'animaux aquatiques les poissons. Donc, on a réalisé cette expérience. On a un poisson dans un aquarium. Au début de l'expérience, la quantité de dioxygène est de 9,9 mg par litre. À la fin de l'expérience, cette quantité a diminué, elle est égale à 7,4 mg par litre.
Donc, il y a diminution de la quantité de dioxygène. Donc, on va déduire que le poisson a absorbé cette quantité de dioxygène dissous dans l'eau. De même pour l'eau de chaux, au début de l'expérience, l'eau de chaux est claire, alors qu'à la fin de l'expérience, il est devenu troublé. Cela veut dire que le poisson a rejeté le CO2 dans le milieu. Donc, le poisson, comme tous les êtres vivants, respire. Il consomme l'oxygène dissous dans l'eau et rejette le CO2. Maintenant, on va voir les échanges gazeux respiratoires chez les plantes aquatiques et on va prendre comme exemple l'élodie, qui est une plante aquatique. Donc, comme vous pouvez le constater, au début de l'expérience, l'eau de chaux est limpide. La quantité de dioxygène est égale à 9%. À la fin de l'expérience, l'eau de chaux est troublée. La quantité d'oxygène a diminué de 9 à 5%. Donc, il y a diminution de 4% d'oxygène. Qu'est-ce qu'on va déduire? Donc, on en déduit que les plantes aquatiques, elles aussi, respirent. Elles absorbent le dioxygène et rejettent le CO2 dans l'eau. Et bien sûr, cela en absence de la lumière. Très bien. Bilan. Tous les êtres vivants, que ce soit les animaux ou les végétaux, que ce soit aériens ou aquatiques, respirent dans différents milieux de vie, en prélevant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Maintenant, on va passer pour identifier, pour chercher les organes et les structures de la respiration. On va commencer par l'homme. Donc, l'organe respiratoire de l'homme sont les poumons. C'est pourquoi on dit que l'homme a une respiration pulmonaire parce qu'il utilise ses poumons pour absorber du dioxygène et rejeter le CO2. Il n'y a pas seulement les poumons qui réalisent cette fonction, mais il y a un ensemble d'organes qui constituent notre appareil respiratoire. On va voir quels sont les organes qui constituent notre appareil respiratoire. Donc, on a le nez, la bouche. Donc, on utilise soit le nez ou bien la bouche pour faire pénétrer l'air à l'intérieur de notre appareil respiratoire. Mais il vaut mieux respirer à travers le nez parce qu'il contient des cils qui empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de notre appareil respiratoire. Donc, on a le nez, la bouche. Par la suite, on a la trachée qui se divise en deux, d'accord, pour donner deux branches. Et chaque branche est reliée à un poumon. Donc, on a un poumon droit et un poumon gauche. À l'intérieur de ces poumons, comme vous pouvez le constater, chaque branche se ramifie en petits tubes qu'on appelle les bronchioles. D'accord? Ces bronchioles-là se terminent par des sacs remplis d'air qu'on appelle les sacs alvéolaires. On va voir par la suite de quoi est constitué un sac alvéolaire. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des flèches bleues et des flèches rouges. Donc, les flèches rouges représentent l'air inspiré, alors que les flèches bleues représentent l'air expiré. Donc, lorsqu'on inspire l'air, elle pénètre à travers le nez ou bien la bouche, passe par la trachée,
puis les branches, puis les bronchioles, et finalement il se trouve dans les sacs alvéolaires. Et bien sûr, l'air expiré va parcourir le même chemin, mais dans le sens inverse, pour sortir soit à travers la bouche ou à travers le nez. Très bien. Donc, on a dit que les bronchioles se terminent par des sacs alvéolaires. C'est ça, les sacs alvéolaires. Ça ressemble à une grappe de raisin. D'accord? Donc, تشبه عنقود العنب. Et bien sûr, chaque graine de raisin, donc c'est un alvéole, d'accord? Donc, on a ici le sac alvéolaire qui est constitué de plusieurs alvéoles. C'est comme une grappe de raisin, comme je viens de le dire. Et comme vous pouvez le constater, le sac alvéolaire est richement vascularisé. D'accord? Bien sûr, pour assurer les échanges gazeux entre l'air et le sang. Donc, on a dit que l'air inspiré, qui est bien sûr riche en oxygène, il va pénétrer à travers la trachée, les branches, les bronchioles, et finalement, il se trouve dans les alvéoles. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, il y a des échanges qui s'effectuent entre l'air alvéolaire, c'est-à-dire l'air qui se trouve dans les alvéoles, et le sang. Vous voyez ici, donc ici, on a un capillaire sanguin, d'accord? Donc ici, on a des échanges. L'oxygène va passer dans le sang et l'inverse pour le CO2. Donc, le sang chargé d'oxygène, donc, il va poursuivre son voyage vers les organes. D'accord? Et une fois il arrive au niveau des organes, donc il va céder le dioxygène et par la suite les organes, ils vont donner le CO2 au sang. D'accord? Qui va revenir au poumon. Donc, et il va bien sûr, comme vous pouvez le constater ici, donc le CO2 va passer du sang vers l'air alvéolaire. Donc le CO2 est un déchet. Donc ce déchet-là va être évacué à l'extérieur lors de l'expiration. إذا عندنا غاز الأكسجين الموجود داخل هاد لي زالفيول بولمونير كيمر كيف ما قلت للدم والدم غادي يحمل هاد الأكسجين وغادي يوزعوه على جميع أعضاء الجسم. أعضاء الجسم سوف تأخذ غاز الأكسجين وفي المقابل سوف تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي سيحمله الدم وسيطرحه داخل هاد les alvéoles pulmonaires. إذن بعد ذلك ستقوم الرئتين من التخلص من غاز ثنائي أكسيد الكربون لأنه عبارة عن فضلات. إذن سوف تتخلص منه خلال عملية الزفير. Remarque, les échanges gazeux sont favorisés par la grande surface d'échange parce qu'il y a un très très grand nombre d'alvéoles pulmonaires. Il y a je suis pas sûre, mais il y a 600 millions alvéoles, d'accord? Donc, c'est un nombre qui est très important et donc on dit qu'on a une grande surface d'échange. Et aussi, on a un très grand nombre de vaisseaux sanguins qui entourent ces alvéoles, bien sûr, pour assurer les échanges gazeux entre l'air et le sang. Conclusion. L'homme, comme les mammifères, dispose de poumons qui lui permettent de respirer dans l'air. Au cours des mouvements respiratoires,
L'air inspiré est appauvri en dioxyde de carbone et enrichi en dioxygène. Et l'inverse pour l'air expiré. Donc, l'air expiré, il est pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Donc, maintenant, on va voir la respiration chez le criquet. Donc, une petite observation de l'abdomen du criquet montre l'existence des pores, bien des orifices. Voilà, ces points noirs, ce sont des orifices. Fathat, qui assurent, bien sûr, la respiration chez le criquet. Donc, ce sont des stigmates. Fathat tanaffusiya. Donc, on appelle ces orifices-là des stigmates. Donc, l'abdomen du criquet est constitué de plusieurs anneaux. Voilà un premier anneau. Voilà le deuxième. Et sur chaque anneau, on trouve un petit orifice qu'on appelle stigmate. Donc, nous, on a le nez, alors que le criquet, il a des stigmates, d'accord? Maintenant, on va faire la dissection de l'abdomen du criquet. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'abdomen. Donc, on a dit qu'il y a des stigmates. Voilà les stigmates. Ce petit trou-là. Donc, comme vous pouvez le constater, il est relié à des tubes, d'accord? Des tubes qu'on appelle les trachées. D'accord? Voilà les trachées. Donc, ce sont des tubes blancs nacrés qui partent des stigmates. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, les stigmates, d'accord? Donc, reliés aux trachées, voilà les trachées. Ces trachées se terminent par des sacs aériens et par la suite, ces trachées se ramifient en trachéoles, d'accord? Qui sont bien sûr de petites trachées. Donc, ce qu'on appelle les trachéoles, d'accord? Les trachéoles sont en relation directe avec les organes du criquet. Donc, pour le criquet, il n'y a pas de sang qui va transporter les gaz. Donc, il y a un transport direct entre l'air et les organes. Comme vous pouvez le constater, ici, bien sûr, toujours les flèches en rouge indiquent l'air qui est riche en oxygène, alors que les flèches bleues indiquent un air qui est riche en CO2. Donc, on a le stigmate. Donc, mais c'est pas ça. Voilà. Donc, voilà le stigmate. Il est relié, bien sûr, à des trachées. Et ces trachées-là vont se ramifier pour donner des trachéoles, d'accord? Les trachéoles, donc, comme vous pouvez le constater, sont liés aux organes. Et l'oxygène passe ou bien entre par le stigmate, passe par les trachées, puis les trachéoles, et il se trouve à l'intérieur de l'organe directement. Donc, il y a des échanges directs entre l'air et l'organe. Il n'y a pas de sang qui va transporter ces gaz-là. Donc, ce sont les trachées qui assurent les échanges gazeux respiratoires chez le criquet. C'est pourquoi on dit que le criquet, comme tous les insectes, a une respiration trachéenne,
ou bien une respiration trachéale, parce que c'est les trachées qui assurent les échanges gazeux respiratoires entre l'air et les organes du criquet. Maintenant, on va voir les structures responsables de la respiration chez les plantes. Donc ici, on a une feuille. Donc ces structures-là se trouvent au niveau des feuilles. Au niveau de la surface inférieure des feuilles, on trouve des structures comme qui ressemblent à notre bouche, comme vous pouvez le constater. Ces structures s'appellent les stomates, qui s'ouvrent et se ferment pour assurer les échanges gazeux respiratoires. Et l'orifice qui se trouve à l'intérieur, il s'appelle l'ostiole. Donc l'ostiole s'ouvre puis se ferme pour assurer bien sûr la pénétration du dioxygène et le dégagement du CO2 lors de la respiration. إذن عندنا البنيات المسؤولة عن عملية التنفس عند النباتات هما اللي كنسميوهم لي ستومات. إي الانتيريور في الداخل أو داخل هاد البنيات اللي هما كنسميوهم لي ستومات on trouve نجد فتحات تسمى l'ostiole. d'accord. إذن هاد لي ستومات هما المسؤولين عن عملية التنفس عند النباتات الهوائية. Les végétaux échangent des gaz avec leur milieu de vie grâce à des petits orifices. Ces orifices sont appelés les stomates, qui sont des petits pores situés sur la surface inférieure des feuilles et possèdent une ouverture appelée l'ostiole, qui peut s'ouvrir et se fermer pour assurer les échanges gazeux respiratoires. Donc ici, vous trouvez un schéma d'une stomate avec l'ostiole. Comme vous pouvez le constater ici, il y a la pénétration du dioxygène, ici le rejet du CO2. On va voir quels sont les organes respiratoires du poisson. D'accord? Donc, on va observer tout simplement un poisson dans un aquarium. Et on va utiliser un colorant, bien un liquide coloré, pour montrer le trajet de la circulation de l'eau chez le poisson. Donc, comme vous pouvez le constater, donc l'eau pénètre par la bouche et sort par les opercules. Les opercules, ce sont des structures osseuses, c'est ça les opercules, qui se trouvent de chaque côté de la tête du poisson. D'accord? Donc l'eau pénètre par la bouche et sort par les opercules. Donc, juste à côté, on trouve des petits trous qu'on appelle les ouïes. D'accord? Mais peu importe. Donc, opercule, c'est quoi? Partie osseuse, mobile, c'est-à-dire qui s'ouvre et qui se ferme. On va voir pourquoi. Qui est située de chaque côté de la tête d'un poisson. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, bien au-dessous de ces opercules. Donc, comme vous pouvez le constater, on a enlevé l'opercule de ce poisson-là. On a trouvé des structures de couleur rouge. Pourquoi rouge? Parce qu'il est riche en vaisseaux sanguins. Il est très vascularisé. Donc, ces structures-là sont appelées des branchies. On a 1, 2, 3, 4 branchies de chaque côté de la tête du poisson. Donc, l'eau qui pénètre, il passe à travers les branchies. Et ces branchies-là sont très vascularisées. Donc, cela veut dire que ces branchies-là sont les structures ou bien les organes responsables de la respiration. Et c'est pourquoi on dit que le poisson a une respiration branchiale comme la plupart des animaux
aquatique. On va voir de quoi est constituée chaque branchie. Comme vous pouvez le constater, maintenant, cette branchie, donc elle est constituée d'un arc osseux, et de deux lames. Voilà la première lame et voilà la deuxième lame. Et chaque lame est constituée de filaments branchiales. Si vous voulez, filament khoyaitat. D'accord? Donc, une branchie est constituée d'un arc osseux, de deux lames, et chaque lame est constituée de filaments branchiales. Très bien. Donc, on va voir comment s'effectuent les échanges gazeux respiratoires chez le poisson. Donc, ici, on a, donc comme vous pouvez le constater, on a une partie d'une branchie. Comme vous pouvez l'observer, on a le dioxygène. Bien sûr, on a l'eau qui contient le dioxygène dissous. Donc, une fois l'eau traverse les branchies, comme vous pouvez le constater, l'oxygène passe dans le sang, d'accord? Et bien sûr, le sang va transporter le dioxygène vers les organes du poisson. Et par la suite, les organes vont dégager le CO2 dans le sang et il va transporter le CO2 pour bien sûr, à la fin, il va le dégager dans l'eau. D'accord? Donc, les branchies sont très irriguées, c'est-à-dire riches en capillaires sanguins, d'où leur couleur rouge. L'oxygène dissous dans l'eau est prélevé par les branchies et passe dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone passe du sang dans l'eau. Et bien sûr, il va y avoir la sortie de l'eau à travers les ouïes qui se trouvent juste à côté des opercules. Donc, les branchies sont les organes d'échange entre l'eau et le sang. Et donc, le poisson a une respiration branchiale. Donc, comme vous pouvez le constater ici, on a un poisson. Donc, l'oxygène dissous dans l'eau, il pénètre à travers la bouche, il traverse les branchies, puis il est transporté par le sang vers les cellules des organes du poisson. Et par la suite, comme vous pouvez le constater, ces cellules-là dégagent le CO2 et le sang va transporter le CO2 vers les branchies et il va céder le CO2 dans l'eau. Et cette eau-là va être expulsée à l'extérieur à travers ces petits trous qui se trouvent au niveau de la tête du poisson. Et bien sûr, l'eau rejetée, il est riche en CO2 dissous. Conclusion. La diversité des organes respiratoires permet aux animaux de respirer dans différents milieux. En milieu aérien, pour les animaux possédant des poumons ou des trachées. Des poumons, comme c'est le cas de l'homme et de tous les mammifères, ou des trachées, comme c'est le cas du criquet et des insectes. Et en milieu aquatique, pour les animaux possédant des branchies tels que le poisson et tels que plusieurs animaux aquatiques. Donc ici, vous trouvez un petit schéma de synthèse qui résume le cours de la respiration chez les êtres vivants dans différents milieux, que ce soit le milieu aérien ou le milieu aquatique. On n'a pas parlé de l'élodée qui est une plante aquatique, donc elle respire à travers une écaille, donc les échanges gazorespiratoires s'effectuent directement à travers l'écaille
de la plante. Il n'y a pas de stomate pour les, il n'y a pas de stomate pour les plantes aquatiques. Donc, il s'effectue à travers l'épiderme, l'épiderme de la plante directement. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure spécialisée, d'accord? Donc, c'est tout. J'espère que tout est clair. Et à la prochaine vidéo. Et merci pour votre attention.